Bonjour à toutes et à tous. Mon nom, c'est Christina Orval. Je suis la vice-directrice adjointe développement de la recherche à l'Université McGill. Je suis aussi la présidente du conseil d'administration de l'Ouranos. Donc, je vous souhaite bienvenue aujourd'hui et merci d'être là pour la deuxième journée de symposium. Aujourd'hui, on va commencer notre programmation avec un panel fort intéressant. Donc, c'est intitulé « Mobiliser la science pour une gouvernance climatique éclairée au Québec. Les conditions de passage à l'action ». Mais avant, je vais introduire la modératrice de ce panel. Je voudrais vous faire un annoncement qu'on a la présence aujourd'hui parmi nous, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Stephen Guilbeault, qui prendra la parole juste après le panel ce matin. Donc, j'ai un grand plaisir à introduire la modératrice, c'est Mme Alexandra Gellé. Elle est scientifique en résidence au comité consultatif sur le changement climatique et elle va introduire les panélistes. Donc, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette deuxième journée. Très hâte qu'on commence ce panel et qu'on embarque dans ce sujet que je trouve passionnant. Si vous êtes ici ce matin, je suppose que vous êtes déjà convaincus que le climat se dérègle et que nous pouvons et devons agir. Les preuves scientifiques sont suffisamment claires, n'est-ce pas? Les données sont sans équivoque, c'est un consensus. Alors pourquoi les décideurs publics et l'administration tardent-elles à prendre des décisions et entreprendre des actions à la hauteur de l'ampleur du défi auquel les sociétés font face? Et pourquoi la population, elle n'embarque pas plus, finalement? C'est les questions que je me pose assez régulièrement, puis une fausse croyance, qui est pourtant très répandue dans le monde scientifique, c'est que plus tu as de données, plus tu vas pouvoir convaincre les gens. Croyez-moi, je l'ai entendu vraiment en masse, celle-là, dans mes études. Puis le fameux knowledge gap, le fossé du savoir qu'on cherche à combler. Puis là, on te sort des PDF avec plein de jargon scientifique, puis on est comme, ben là, la figure 3, c'est évident. Qu'est-ce que tu comprends pas? Donc là, le véritable enjeu, ça serait peut-être plus dans la communication de ces données, comment on mobilise la science, comment les parties prenantes s'approprient ces données. Je vais vous faire une tête là-dessus. En tout cas, nous, ce qu'on a remarqué au comité consultatif sur les changements climatiques, c'est que malgré la richesse des connaissances scientifiques, il n'y a pas une intégration de celles-ci dans les politiques publiques à la hauteur des défis qu'il faut relever. Fait qu'on se demande régulièrement comment on peut avoir une prise de décision éclairée par ces données, puis comment on pourrait l'accélérer afin d'arriver à faire face, finalement, en tant que société, puis embarquer plus de monde pour pouvoir contribuer à ce défi société. Et pour en discuter aujourd'hui, nous avons 3 spécialistes de l'action climatique qui sont engagés auprès du Comité consultatif sur les changements climatiques, qui est un organisme gouvernemental indépendant qui conseille le ministre de l'Environnement. Ce comité publie des avis et des recommandations sur divers thèmes afin d'éclairer la prise de décision et l'élaboration de politiques publiques basées sur les données probantes et les faits. Donc, nous allons accueillir Valériane Champagne-Saint-Arnaud, professeure au département de marketing de l'Université Laval, Alain Bourque, le directeur général de Ouranos, que je pense que vous l'avez tous déjà vu, ainsi que Alain Webster, qui est le professeur d'économie, un des professeurs d'économie à l'Université de Sherbrooke et président du comité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aussi entendu parler du groupe d'experts en adaptation qui a rendu son rapport en mai dernier? Puis si vous ne l'avez pas encore entendu parler, vous pouvez googler les 20 recommandations et plus de 90 moyens d'agir pour accélérer l'adaptation du Québec. Puis nos 2 Alains étaient les 2 coprésidents de ce groupe d'experts en adaptation, fait qu'ils vont pouvoir aussi en parler en masse. C'est facile, 2 Alains, 2 coprésidents, comme ça simplifie les choses. Fait que voici le contexte qui nous amène aujourd'hui à cette discussion sur la manière dont le Québec peut renforcer les ponts entre science et gouvernance pour y avoir une meilleure action climatique. Fait que sans plus tarder, je vais laisser la parole aux panélistes pour leurs remarques d'ouverture. 5 minutes chacun. Voilà, ça commence de même. Fait que si vous connaissez les 2 Alains, vous savez que c'est un défi de taille. Mais c'est Valériane qui nous ouvre le bal aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandra.
Alors, je tâcherai d'être très concise pour montrer l'exemple à mes deux collègues à côté qui sont très bavards. Mais de toute façon, Alexandra a bien mis la table. Là, donc, on le sait, vous le savez, on en parle depuis hier. Donc, la science, elle est très claire. Hein, on doit agir rapidement. Si vous avez traversé les rapports du GIEC comme moi, vous savez que la société doit opérer des transformations radicales pour atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, s'adapter aussi. Donc, on doit transformer la façon dont on se loge, la façon dont on s'habille, la façon dont on mange, la façon dont on se transporte. Et si la science est claire, la question, Alexandra l'a bien dit, pourquoi est-ce que ces transformations-là n'ont pas encore été opérées, notamment à l'échelle gouvernementale, puisque le gouvernement, c'est ça dont on parle aujourd'hui, a un rôle important à jouer. Et je pense que l'action gouvernementale, en fait, elle peut se décliner de 3 façons différentes. Le premier rôle, la première tâche du gouvernement, c'est d'abord de rendre ces transformations-là possibles. Donc, bien sûr, par exemple, mettre en place les infrastructures dont on a besoin, mettre en place les politiques dont on a besoin pour atteindre nos cibles, pour s'adapter, donc rendre des transformations possibles. Ensuite, rendre ces transformations-là incontournables. Alors, si on met en place les moyens d'action, mais que le passage à l'action ne se fait pas assez rapidement, parfois, il faut rendre les choses un peu incontournables, donc passer par la réglementation, imposer une certaine dose de contraintes. Évidemment, les gouvernements sont parfois plus frileux à cet égard-là, mais ça fait partie de leurs moyens d'action. Et le troisième rôle aussi, très important, c'est assurément de rendre ces transformations-là désirables, donc de donner envie de cette transformation. Et là, vous me direz, je suis peut-être naïve, mais je pense que les gens qui sont dans l'appareil étatique ou qui sont des élus connaissent bien ces 3 moyens d'action. Alors, la question qui tue, la question que tout le monde se pose, Alexandra l'a bien posée, mais pourquoi diable est-ce que ces transformations-là n'ont pas encore été opérées si on en connaît l'importance, la science nous le dit bien, et si on connaît on connaît les moyens d'action? Et je pense qu'une réponse qu'on entend souvent, et je pense qu'il a peut-être même été évoquée à plusieurs reprises dans les discussions hier dans les ateliers, une réponse qui revient souvent de la part des décideurs publics, c'est « Oui, les scientifiques, je vous entends, vous avez raison, mais la population n'est pas prête pour ces changements-là. » Et j'aurais envie de dire, en fait, j'achète en partie cette réponse-là. Je pense que l'acceptabilité sociale de ces transformations-là majeures, c'est effectivement le nerf de la guerre. Mais ma réponse, je pense qu'elle serait double. La première, je pense qu'une petite dose de courage politique, ça n'a jamais fait tort à personne. On le sait dans d'autres dossiers qui ont exigé des décisions peut-être impopulaires, mais qui étaient éclairées par la science. Ces décisions-là ont été mises en œuvre, puis vous savez quoi, on y a tous gagné collectivement. Donc, une petite dose de courage, là, ça pourrait certainement être bienvenu ici. Cependant, c'est vrai aussi que l'acceptabilité sociale, c'est parfois un frein. Alors, ma proposition aujourd'hui, et je serai très synthétique, en fait, je vous propose une recette. Là, je me faisais rire ce matin, je me disais, je vais comme être la Ricardo d'Uranos. Je vous propose une recette très simple, 3 ingrédients, la meilleure, je vous le confirme. Donc, 3 ingrédients clés pour favoriser l'acceptabilité sociale. La première, l'exemplarité de l'État. On se doute, puis il y a peut-être des parents dans la salle, moi je suis parent, c'est toujours très difficile de demander quelque chose qu'on n'est pas capable de livrer nous-mêmes. Donc, c'est une remarque qu'on a souvent. Pourquoi vous me demandez de faire des choses? Pourquoi vous me demandez d'imposer des contraintes si vous ne le faites pas? Donc, l'appareil étatique a assurément un rôle d'exemplarité à jouer pour aller chercher l'acceptabilité sociale. Deuxième ingrédient, important, vous suivez la recette. Deuxième important, l'équité des mesures qui sont demandées. On le sait, la crise climatique, ça exacerbe plusieurs inégalités sociales. C'est le cas autant en matière de réduction que d'adaptation. Donc, encore une fois, si on demande des changements importants à une population qui n'est pas nécessairement au cœur du problème, qui n'est pas celui qui porte le plus le problème, mais qui va en subir fortement les conséquences, il peut y avoir une perception d'iniquité et il peut assurément y avoir de la résistance qui, certainement, se comprend. Donc, l'équité des mesures, elle est très importante. Et finalement, dernier ingrédient important, l'enjeu de la communication pour une meilleure mobilisation aussi de la population. Si on veut que la population soutienne des mesures de plus en plus robustes, il faut certainement qu'elle les comprenne pour pouvoir y adhérer. Il faut aussi qu'elle en ait envie. Donc, je parlais tout à l'heure de désir. Moi, je viens du monde du marketing, donc c'est un mot certainement que je vais répéter souvent, puis pour lequel je me sens pas mal. Le marketing a beaucoup à offrir, assurément, à la lutte au changement climatique. Alors, une meilleure communication, une meilleure vente de nos politiques publiques plus robustes, c'est assurément le troisième ingrédient. Alors, je m'arrête ici et
je serai heureuse de voir si vous adhérez à ma recette, mes chers collègues. On aurait peut-être mettre le temps dans la recette aussi après. Oui. Combien de temps on met pour mettre les politiques en place? C'est une question pour plus tard. On a-t-il le luxe de pouvoir attendre? Alain Bourque? Oui, alors j'appuie totalement le bon marketing, à l'opposé au mauvais marketing qui nous a mis dans cette situation-là à plusieurs égards. Moi, j'ai décidé, comme fidèle à moi-même, à quand même utiliser une slide PowerPoint pour exprimer mes propos. Et puis, je vais peut-être aller davantage dans le détail de l'adaptation, qu'est-ce qui sont des barrières du passage à l'action, à l'adaptation. Et puis, je vais utiliser une figure que plusieurs spécialistes ou de gens qui travaillent en adaptation vont connaître, c'est-à-dire la fameuse boucle d'adaptation. Reconnaître que l'adaptation, ce n'est pas une action nécessairement, c'est un processus. On évolue dans le monde de l'adaptation pour graduellement réduire les risques et gérer les impacts des changements climatiques. Et donc, j'ai comme 5 barrières à l'adaptation qui ont été identifiées, que j'identifie. Bien, la première, en fait, tu viens d'en parler, Valériane, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que c'est un enjeu, il faut comprendre que c'est important puis que ça coûte des sous ou que ça a l'impact des écosystèmes, ou etc., selon l'intérêt des décideurs à qui on parle, pour qu'ils puissent, espérons-le, passer à l'action. Ça fait que ça, c'est encore une barrière que l'on observe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui, de plus en plus, qui savent qu'il y a des changements climatiques, mais qui se disent, bah, c'est pas si grave que ça, puis dans un monde où il y a 22 priorités, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, etc. Fait qu'il y a encore du travail de communication, de mobilisation à faire pour passer cette étape de la sensibilisation et de s'insérer dans la boucle et sa première étape, qui est reconnaître l'enjeu et la nécessité de s'adapter au changement climatique. Naturellement, je suis le directeur général d'Ouranos, consortium de recherche, donc vous ne serez pas surpris que je vous dise qu'il faut quand même davantage de données et de connaissances pour pouvoir bien éclairer les décisions. Naturellement, un des trucs qu'on disait dans le rapport du GEA, c'est de dire il y en a déjà une bonne base, là, puis on peut avancer, on peut passer à l'action, on peut même travailler avec des experts sur la base d'opinions d'experts pour pouvoir avancer. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut continuer à développer cette science-là pour éclairer le débat. Je donne un exemple, par exemple, je le dis franchement, là, je ne me ferai peut-être pas d'amis, je suis parfois un peu irrité quand on parle du verdissement des villes, je suis totalement d'accord pour le verdissement des villes, mais est-ce que les arbres vont être encore là dans 25 ans avec le régime de sécheresse et de température qu'on a? On n'intègre pas encore de façon surprenante pleinement les scénarios de changement climatique dans quelque chose du genre. La troisième, on continue dans la boucle du processus d'adaptation. Il faut naturellement passer à l'action. Puis ça, je pense que c'est probablement un des plus gros messages qui sort des sessions d'hier. C'est le temps de passer à l'action à grande échelle et par les bons acteurs. Là, un message que je veux dire, qui est un des messages clés du rapport du groupe d'experts, c'est de dire que l'adaptation au changement climatique, ça ne relève pas du département de l'environnement. C'est tout le monde qui est responsable de s'adapter au changement climatique. Le MAPAC, le ministère des Transports, les unités d'affaires dans différentes organisations, etc. Ça implique tout le monde. Puis ça peut être un défi, naturellement, parce que ça nécessite de briser les silos entre les différents départements, etc., pour intégrer des solutions qui vont être gérées soit au niveau municipal, au niveau des infrastructures, etc. Alors ça, c'est une troisième barrière. Je veux dire, combien de fois qu'on s'est fait dire en parlant à un ministère ou à quelqu'un, « Ah non, ça, l'adaptation, c'est le département de l'environnement qui s'en occupe. » Mais non, vous vous adaptez depuis toujours, vous avez construit des infrastructures, vous aménagez du territoire, etc. Le quatrième message, qui constitue aussi un défi, c'est d'intégrer ça dans la prise de décision courante. On est encore en mode, je pense, en adaptation, où on fait un projet d'adaptation, on implante l'adaptation, puis on dit « Hurrah, on a réussi ». Puis là, tout de suite après, on prend des décisions sur l'aménagement du territoire, on coupe dans des budgets, là, je ne sais pas, je sens que ça s'en vient, là, on coupe dans les budgets, puis on coupe, par exemple, dans des réseaux de redondance ou d'observation, parce que ça fait 4-5 ans qu'il n'y a pas eu d'inondation, de feu de forêt, on va couper là-dedans, ça coûte un peu cher, etc. Et on crée de la vulnérabilité en parallèle du beau projet en adaptation qu'on a implanté. Et puis finalement, la cinquième que je voulais mentionner, qui est possiblement une des plus importantes pour ceux qui sont avancés en adaptation,
il faut mesurer sa performance objectivement. Je dirais, il faut rendre des comptes, on dépense de plus en plus d'argent en adaptation, il faut avoir des indicateurs, et puis il faut avoir le culot là, de regarder puis de dire, ben oui, on a fait un bon coup. Ça c'est un petit message pour les médias là, qui ne parlent pas souvent des bons coups, puis qui parlent beaucoup des mauvais coups, des indicateurs qui sont manqués pour pouvoir faire des belles histoires. Donc, il faut parler autant des bons coups et des mauvais coups, mais de le faire froidement pour tirer les leçons de ce qu'on a fait, qui aura parfois fonctionné, parfois pas fonctionné. Je veux dire, on est en adaptation, là, il va y avoir un peu d'essais et erreurs dans tout ça, on s'en va vers un nouveau monde climatique. Donc ça aussi, ça m'apparaît très important de le faire pour pouvoir progresser dans le processus de décision. Merci beaucoup. Puis comme on le remarque, c'est vraiment partout, les changements climatiques, dans toutes les sphères. Puis finalement, est-ce qu'on s'en rend compte de l'ampleur de comment c'est répandu à travers les différents domaines? Puis c'est pas juste l'environnement qui doit ramasser ça. Puis je pense que tu as vraiment bien mis la table pour ça. Puis Valériane, tantôt, quand on parlait l'exemplarité de l'État, ça commence par ça. Puis à travers les différents ministères. Peut-être qu'on pourra en revenir là-dessus tantôt, puis aussi les différents paliers qui pourraient intervenir là-dessus, parce que ça, nous, on travaille notamment avec le provincial, mais le fédéral, apparemment, est après nous. Puis il y a beaucoup de monde, des municipalités et des MRC dans la salle, fait que peut-être qu'on pourrait en revenir là-dessus tantôt, si ça vous inspire. Alain Webster, 5 minutes. Ça va être un défi. Après mes deux collègues, je n'ai plus grand-chose à vous dire de plus parce qu'ils ont mis la table, évidemment, sur ce qui est essentiel. Fait que je reprends l'expression d'Alain, fidèle à mes habitudes. J'avais aussi 25 figures à vous présenter et on me dit qu'en 5 minutes, c'était un défi impossible. Donc, je vais vous résumer cela en prenant 2 éléments qu'on a intégrés dans ce rapport qu'on a publié l'année passée, là, ce groupe d'experts en adaptation. Revenons sur la thématique adaptation de façon plus spécifique. Le message était assez simple. On a fait quoi historiquement? Bien, on a une crise, et vous le savez mieux que nous, là, des impacts environnementaux, un dérèglement climatique qui vont se traduire par un ensemble d'impacts majeurs en matière économique, en matière sociale, en matière environnementale. Et qu'est-ce qu'on fait après l'inondation? Qu'est-ce qu'on fait après la dégradation des routes, des bâtiments? Bien, on répare, on nettoie et on recommence. Fait que le message était assez simple. Si cela paraît une approche pertinente en matière de politique publique, parce qu'on réagit à une action rare et imprévisible, bien, cela n'est plus vrai en changement climatique. On le sait très bien, ces phénomènes extrêmes s'amplifient, vont être plus fréquents, et on ne peut surtout pas prétendre qu'on n'avait pas l'information nécessaire pour intégrer ce qui s'en vient comme dégradation dans l'ensemble de nos politiques publiques. Donc, il faut mettre en place de façon proactive un ensemble de mesures d'adaptation pour intégrer dans l'ensemble de nos actions gouvernementales, de nos politiques publiques et éventuellement de nos actions à l'échelle individuelle, des entreprises, des individus, ces impacts climatiques qui vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. Ça, c'est essentiel. Mais en même temps, il y a un autre élément qu'on a intégré dans le rapport qui tenait en quelques lignes et pour lequel je vais m'étendre un petit peu plus ce matin, mais qui me semble fondamental aussi. Alain l'a mentionné, bien sûr, cette température augmente. Elle va continuer à augmenter. Et la question est très simple. On doit s'adapter à ce nouveau régime climatique changeant. Il nous faut donc des feuilles de route, il nous faut des scénarios. Il faut se dire, on s'en va vers quoi? Vers 2, vers 3, vers 4 degrés à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale. Ça signifie quoi à Montréal, à Saint-Louis, à Sept-Îles? Ça signifie quoi concrètement sur le territoire du Québec en matière de transformation? Mais aussi, ça signifie qu'il faut définir un ensemble de politiques pour dire on s'aligne vers quoi, nous, en matière d'émissions de GES. Qu'est-ce qu'on a comme volonté de s'inscrire dans un ensemble d'États qui prennent des décisions et qui vont déterminer, à partir des choix que nous faisons collectivement, à quoi va ressembler cette planète dans le siècle qui s'en vient. Et donc, ça nous ramène à quelque chose qui est plus difficile à faire, on le voit très bien, mais qui reste fondamental: réduire ces gaz à effet de serre, sortir du volet fossile. Et on a l'impression que le message, ces temps-ci, il est, comment dirais-je,
légèrement ambivalent. Donc, il faut juste se rappeler que quelque part, cette question d'adaptation, elle est fondamentale et elle va s'amplifier. Mais plus que la température augmente, plus que s'adapter à ce nouveau contexte va devenir difficile, voire impossible. Donc, la question n'est pas de savoir si on va s'adapter plus ou on devrait réduire un peu ou un peu plus. La question, c'est comment on doit s'adapter à ce nouveau régime climatique et en même temps s'assurer qu'on lègue à nos petits, dans mon cas, moi, ça s'appelle Agathe, Anne, Margot, 2, 5, 7 ans. Vous en avez tous, c'est vos enfants, c'est vous. Comment on est en train de transformer cette planète et comment on s'assure qu'elle reste viable à long terme? C'est clair, c'est l'accord de Paris, c'est maximum 2, de préférence 1,5. Cette fenêtre est en train de se réduire comme un pot de chagrin de façon extrêmement rapide. La capacité d'atteindre 5 degrés, 1,5 degrés à l'échelle mondiale, elle est presque infinitésimale. Vous le savez très bien. À ce rythme-là, dans moins de 5 ans, la quantité de GES émise sur la planète va rendre ça impossible. Le 2 degrés Celsius nous ramène à un échéancier d'à peu près 2 ans de prise de décision pour faire cette transition et il faut qu'en 2 décennies, on puisse avoir sorti du volet fossile, sinon on abandonne ça. Et si on décline en matière de réduction de gaz à effet de serre, bien, ça signifie que votre tâche en matière d'adaptation et notre tâche collective va devenir de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible. Donc, c'est banal, ce que je vous raconte, parce que ça fait des décennies qu'on dit ça. Des décennies qu'on dit, oui, on met plein de politiques de réduction, pas assez efficace, pas assez rapide. Mais n'oublions pas de s'adapter. Là, la mouvance adaptation est de plus en plus intéressante. Mais on fait, hey, attends un peu, c'est pas au détriment du volet réduction, c'est une approche intégrée simultanément et l'un et l'autre sont très souvent très intégrés. Donc, le message dans le volet GEA, c'est qu'il faut continuer à mettre en place des stratégies efficaces en matière de réduction des émissions pour qu'on puisse s'adapter adéquatement. Bien, ça signifie quoi? Ça signifie mettre en place des stratégies de tarification carbone qui n'ont pas tout à fait bonne presse à l'échelle canadienne, on dirait ces temps-ci. C'est fondamental, ce message vient de la Banque mondiale. Qu'importe le modèle qu'on prend, mais c'est essentiel. Il faut mettre en place des politiques qui vont permettre de faire des choix réglementaires importants et qui vont aligner l'ensemble de ces enjeux. Prendre des décisions courageuses, pour reprendre ton expression, qui vont nous amener dans une bonne trajectoire. Et en matière d'adaptation, ces trajectoires vont varier selon la problématique qu'on va traiter, selon l'horizon temporel qu'on va regarder, selon l'ampleur de ces transformations. Mais en matière de réduction, la trajectoire est simple. Il faut sortir le plus rapidement possible de l'énergie fossile et on a au maximum 2 décennies pour y arriver. Ça se passe là, ces décisions-là. Et on a l'impression qu'il y a des vents de face majeurs. On le voit bien avec l'arrivée de ce, il faut dire, président, malheureusement, dans cette expression-là, mais à l'échelle américaine, avec le retrait de l'accord de Paris, avec l'abolition des stratégies en matière d'énergie renouvelable, à quel point ces vents de face sont difficiles. Et donc, ça va nous ramener à quelque chose de fondamental en matière de gouvernance. Quel est le rôle qu'un État comme le Québec doit jouer dans cette question climatique? Bien, ça doit être clair, on doit s'adapter à ce nouveau régime climatique, mais on doit aligner l'ensemble des décisions gouvernementales pour qu'on puisse rendre cette adaptation possible dans ce climat viable et donc mettre en place un ensemble de politiques qui vont nous maintenir sur la trajectoire en bas de 2, de préférence 1,5, et décarboner le plus rapidement possible notre économie, travailler sur la préservation de l'écosystème naturel. C'est un message fondamental du GEA. Et là, Alain me dit, il te reste encore juste 2 minutes, pas plus que ça. Donc, dans cette thématique en matière de gouvernance, je reviens sur un message de Valériane au début. C'est clair que c'est compliqué parce que faire ça, ça signifie que certains gagnent. Collectivement, nous allons gagner, mais certains perdent. Et dans un État pétrolier comme le Canada, qui est le 4e producteur de pétrole au monde, bien, cette voie-là, elle est très présente. Et il faut donc que la voie de la science, elle soit encore plus présente pour montrer que collectivement, nous devons faire cette transition et nous allons réussir. Merci. Merci Alain pour ce rappel que l'atténuation n'est pas un luxe en ce
symposium sur l'adaptation. Ça en prenait un qui le disait, fait que ça n'a pas été dit hier, maintenant c'est fait. Puis effectivement, la petite note géopolitique qui a teinté et qui continuera à teinter dans les prochaines semaines et années à venir. Valériane, je voyais que tu voulais rebondir, fait que je vais pas poser des questions. Si vous êtes inspiré, allez-y. Oui, en fait, c'est parce que j'écoute Alain, tous ses propos sont très pertinents, assurément, mais je regardais la salle en même temps, et là, je voyais des épaules se soulever, des soupirs se faire. J'ai envie de demander, ça va comment votre éco-anxiété ce matin? Puis la raison pour laquelle je pose la question et qui est en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est que, assurément, là, les nouvelles ne sont pas super encourageantes, mais on doit les regarder assurément en face. On doit également considérer les vents de face que Alain a mentionnés, notamment à l'échelle géopolitique, assurément. Mais cette éco-anxiété-là qui peut nous gagner, ce sentiment d'impuissance parfois qui peut gagner la population, il est important de le considérer et de se rappeler notamment que c'est par l'action, notamment l'action gouvernementale, qu'on peut contribuer à détricoter ce sentiment d'impuissance. Pourquoi est-ce que, par exemple, on a des faibles taux d'acceptabilité sociale devant des mesures plus contraignantes? C'est notamment, je vais développer deux idées, mais notamment parce qu'on peut encore avoir l'impression qu'on s'en va dans un mur, et Alain l'a bien évoqué, souvent ce qui est évoqué dans les médias, ce sont surtout les mauvaises nouvelles, les mauvais coups, le fait qu'on ne prend pas d'action suffisante pour attaquer cette crise-là, mais il y a plein de choses importantes qui se font, et on est encore capable de gérer cette crise-là si on met en œuvre collectivement les actions qui sont nécessaires. Donc, détricoter ce sentiment d'impuissance, c'est très, très, très important pour aller chercher cette acceptabilité sociale, pas seulement pour que les gens, à l'échelle individuelle, à la maison, fassent de meilleurs choix. Ils sont très importants. On doit changer la façon dont on se transporte, on doit changer notre alimentation, tout ça, mais on doit surtout accepter des mesures de plus en plus robustes. Et pour les accepter, c'est qu'on doit croire qu'elles seront efficaces et qu'on travaille tous dans le même sens. Donc, c'est un cercle qui s'alimente. Plus à l'échelle collective, plus au niveau de la gouvernance, on pose des gestes importants, des actions robustes, plus on nourrit le sentiment d'espoir qui nous permet d'aller toujours plus loin. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, pour nourrir ce sentiment d'espoir, détricoter l'impuissance, il faut aussi travailler sur l'éducation climatique. J'ai entendu Alain tout à l'heure évoquer sa fatigue face aux mesures, par exemple, de verdissement. Notamment, puis là on peut prendre le cas du verdissement, mais il y a encore plusieurs, disons, fausses croyances qui circulent quant aux actions qu'on doit mettre en place, les actions qui seront les plus efficaces. On l'a mesuré dans différentes études scientifiques récemment auprès de la population. Par exemple, il y a, et là je vais dire un très mince pourcentage, mais le chiffre exact, c'est 4 %. Il y a seulement 4 % de la population qui comprend, par exemple, que planter des arbres, ce n'est pas une solution rapide pour diminuer les gaz à effet de serre. Et pourtant, on peut parler de verdissement, on peut parler de plusieurs décisions, par exemple à l'échelle politique, qui misent sur le reboisement. Allez, on plante des arbres. Ça peut donner l'impression donc qu'on agit très rapidement pour réduire les gaz à effet de serre. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est un exemple de fausse croyance qu'il faut assurément démanteler, non seulement auprès de la population, parce qu'une meilleure éducation climatique, et ça c'est bien démontré par la science, permet d'accepter des mesures qui sont de plus en plus robustes. Et l'autre élément que je voulais dire... Bon, j'ai oublié le second, mais de toute façon, le point était très important. Il faut travailler sur une meilleure... Ah oui, c'est ça. C'est qu'il faut travailler sur une meilleure éducation climatique, non seulement auprès de la population. On peut penser que les chiffres qu'on a fait ressortir sur le fait que le niveau de littératie climatique est particulièrement pas très élevé auprès de la population, on peut penser qu'il est peut-être similaire, notamment auprès des décideurs publics, donc qui prennent des actions, d'où l'importance de travailler main dans la main avec les scientifiques, avec les élus, avec les décideurs publics, avec l'appareil étatique, pour que les décisions qui soient les plus solides du point de vue scientifique soient celles qui soient réellement mises en œuvre. Puis si je peux poursuivre là-dedans, puis j'étais pour dire, c'est ça qui est le fun, je trouve, de travailler en adaptation. C'est-à-dire que, inévitablement, quand on travaille en adaptation, c'est que c'est en lien avec des impacts concrets sur le terrain des changements climatiques, des gens qui vivent des inondations ou qui vivent toutes sortes de risques qui se produisent de plus en plus. Mais là, c'est pas le fun de vivre ça, naturellement, mais c'est le fun de travailler dans un contexte où on peut arriver avec des solutions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus parlantes. Parce qu'un des défis de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est que les gens ont parfois l'impression qu'ils font ça pour l'ours polaire qui est dans le Grand Nord ou pour d'autres régions. Là, je vais le partir, lui-là. Mais donc, le point, c'est que, je veux dire, au moins, avec l'adaptation, on est de plus en plus dans le concret. Puis ça devient très
puissant aussi pour convaincre justement les décideurs qui, naturellement, pensent aux prochaines 4 années, puis il va falloir qu'ils se fassent réélire, etc. Moi et Alain, on a présenté à l'Assemblée nationale là, au printemps dernier, puis on a été frappés de voir les questions des députés qui étaient beaucoup autour de citoyens qui venaient dans leur bureau puis qui leur posaient des questions concrètes d'inondation, d'assurabilité, de dossiers côtiers, etc. Fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel de devenir de plus en plus concret avec l'enjeu des changements climatiques pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir créer une certaine appropriation puis pour pouvoir avancer ça auprès de politiciens qui vont même peut-être aller parfois un petit peu plus loin que ce que les statistiques d'appropriation de connaissances disent localement. Là, je pense qu'un des défis des politiciens, c'est de peut-être pas nécessairement attendre que la population soit rendue à 95% à penser qu'il faut faire quelque chose. Donc ça c'est une des opportunités là, que l'on a au travers du lien entre le climat et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Alors, un petit clin d'œil sur cette formation à l'Assemblée nationale. On s'est promis de ne jamais dire qui était là et ce qu'on a dit, mais sur le contexte d'ordre général, quand même, dans la discussion, on leur a dit à la fin, prenez le micro, on va faire un petit échange, voir vos préoccupations, vos approches. Et on a dit à notre collègue Rémi Quirion, là, s'il n'y a pas de questions, c'est un peu gênant, on a l'air fou, fait que tu nous plugueras 2-3 questions pour qu'on occupe les 10 minutes de... Bien, ils ont fait tous la file au micro, tous les partis politiques, un après l'autre, sur une base individuelle. Le 10 minutes s'est transformé en 1 heure de discussion à huis clos, pas de journalistes, les portes fermées. Et là, on voit leurs préoccupations très concrètes sur le terrain en matière d'adaptation et de réduction des émissions. Mais revenons sur un enjeu qui me semble aussi fondamental dans le discours en matière de littératie. Là. Expliquer, recommencer, redire, rebelote, on recommence, on recommence, on recommence. Vous le savez, là, pour ceux qui ont eu des enfants, on passe notre vie à répéter et c'est essentiel. Mais peut-être qu'il faut se demander si des fois on tourne, bon, je ne prendrai pas l'expression tourner rond, les coins de nos messages, mais il y a quelque chose qu'on passe peut-être mal aussi dans la façon de ramener ces enjeux scientifiques. On ne fait pas ça pour achaler les gens. On ne fait pas ça pour leur mettre plus de contraintes. On ne fait pas ça pour leur rendre leur vie plus difficile, plus coûteuse. On fait ça parce qu'on cherche à créer plus de biens communs. On fait ça parce que collectivement, on va gagner. Donc, le message positif de ces enjeux d'adaptation. Travailler sur les bâtiments pour les rendre plus efficaces d'un point de vue énergétique, les rendre carboneutres, vont nous permettre de gagner en matière d'adaptation. Votre bâtiment va être plus efficace dans ces vagues de chaleur. Il va nous permettre de réduire la consommation énergétique avec plus de sobriété. Donc, on va faire des gains par l'ensemble de ces mesures. C'est vrai, sur le volet forêt, travailler sur ces enjeux en matière d'écosystème naturel va nous permettre d'aider cet écosystème naturel à s'adapter à ce nouveau climat, mais va nous permettre d'accroître, bien sûr, la séquestration en matière de carbone et nous faire des gains en matière de réduction des émissions. Donc, comment on doit adapter cet écosystème et comment on doit adapter l'économie forestière à cette nouvelle réalité? On a de la difficulté comme scientifique. Puis là, je me porte le blâme, fait que rassurez-vous, là, je ne vous le donne pas à vous nécessairement tout seul, mais on a de la difficulté à ramener finalement la dynamique positive de ces transformations parce qu'on est très préoccupé par l'ampleur des impacts et l'urgence à court terme. Et donc, peut-être que ce message est difficile à faire passer, que concrètement, non seulement on peut faire mieux, mais on doit faire mieux parce que collectivement, on va gagner. Fait que là, j'ai un petit appel à un peu plus de positivisme dans notre discussion. Pas de la naïveté, là. Il y a une nuance entre tout ça, mais c'est possible, je pense, d'en faire beaucoup plus. Et quoi? D'accroître la mobilisation de l'ensemble des acteurs parce qu'on va réussir à comprendre à quel point ça va nous permettre de gagner à moyen terme, parce que là, il y a un autre enjeu qui est fondamental. Ça nous ramène en économie à ces enjeux de gains à très, très court terme. Là, je suis pénalisé, j'ai un coût, j'ai une contrainte. Et c'est ça qui m'amène dans ma prise de décision. C'est vrai à l'échelle électorale, c'est vrai à très court terme dans un ensemble de prises de décision individuelles. Fait qu'il faut réussir à ramener cette vision-là comme étant, donnons-nous une vision un peu plus large et ramenons à quel point cette création d'un écosystème viable est fondamentale et va nous permettre de faire des gains. Là, vous avez parlé des élus à l'Assemblée nationale, là, les deux Alains, mais ce qu'on constate, c'est aussi qu'au niveau des cadres et des personnels aux différents ministères, il y a quand même un intérêt puis un engouement qui monte, mais souvent, on dirait qu'ils sont comme face à un plafond de verre, ils ne sont pas trop sûrs par quel bout le prendre, puis l'intérêt, ils l'ont individuellement, puis ils sont comme « Oh, chez moi, je fais ça, puis je suis vraiment engagé ».
Fait que là, je voudrais vous entendre par rapport à comment on pourrait mobiliser à travers différents ministères, mais aussi à travers différents paliers, pour pouvoir avoir les changements structurels qu'on a besoin. Parce qu'on a parlé de planter des arbres, OK, mais les changements structurels qu'on a tant parlé dans notre dernier rapport, quelqu'un voudrait se lancer là-dessus? Bien sûr. Déjà, c'est quoi un changement structurel? Je vais laisser Alain commencer. Non, mais moi, je vais commencer en disant que je reviens sur mon point en sciences de l'adaptation, on appelle ça le mainstreaming de l'adaptation, c'est-à-dire d'intégrer dans les politiques courantes, comme en aménagement du territoire, dans les normes de critères de design d'infrastructure, etc. Quand on intègre l'adaptation directement dans ce type d'outil-là, soudainement, on se met à généraliser l'adaptation à l'ensemble du fonctionnement de la société. Petite histoire, là, il y a peut-être une quinzaine d'années, je pense que le MTQ a modifié certaines façons de faire des chiffres dans certains tableaux pour des infrastructures de ponceaux, etc. Mais le monde municipal suit ces chiffres-là depuis toujours parce qu'ils n'ont pas la capacité de créer leurs propres chiffres. Et donc, en fait, le monde municipal s'est adapté au changement climatique à certains égards sans même le savoir parce que ça avait été intégré dans des normes. Alors ça, il faut en faire davantage de ça pour pouvoir réussir à faire percoler l'adaptation à grande échelle. Donc ça, c'est un aspect. Autre aspect qui est très concret aujourd'hui, puis d'ailleurs, c'est une des raisons. En quelque part, on était bien heureux qu'il y ait un peu trop de monde au Symposium Orana. C'est tout ce qui se passe avec le monde municipal présentement. Alors, il y a des opportunités, mais il y a des défis. On sait que le gouvernement a mis en place un programme ATCL avec pas mal d'argent pour financer les municipalités pour faire des choses. En parallèle, ils doivent revoir, il y a les OGAT qui s'en viennent, puis il faut revoir certains aspects de l'aménagement du territoire. Donc, il y a des opportunités, mais il y a des défis aussi, parce qu'il y a des opportunités ou des demandes qui viennent à gauche et à droite. Et là, je reviens avec la question, en fait, même de la cohérence des actions. On parle beaucoup du provincial, mais c'est aussi au niveau du municipal, de réussir à intégrer tout ce qu'on fait qui nous permet de progresser en adaptation au changement climatique, de l'intégrer dans les outils de décision courante pour pouvoir rendre l'adaptation une genre de banalité là, qu'on fait à partir de maintenant dans les normes, dans ce type de réglementation-là qui sont très structurants pour la société. Et donc, pour faire ça en matière d'adaptation, ça signifie que tous les ministères, tous les organismes doivent intégrer ce type d'enjeu de façon systématique. Ça suppose qu'il faut coordonner un peu cette réflexion-là. Donc, ce n'est pas le ministère de l'Environnement n'a rien à faire. Il a un rôle fondamental à jouer en matière de coordination de l'action climatique. Mais ça doit, et Alain l'a mentionné, absolument refléter une cohérence de l'action de l'État. Sinon, la population décroche. On ne peut pas en même temps leur dire « Prenez davantage de transports en commun, mais on va vous faire un nouveau pont. Réduisez vos émissions de gaz à effet de serre, mais on va construire un nouvel oléoduc pour en faire plus en matière d'exportation pétrolière. » Fait que ça signifie qu'il faut que nos actions gouvernementales soient cohérentes avec l'ensemble de cette trajectoire en matière de lutte au changement climatique. C'est vrai pour l'adaptation, ça doit être vrai également pour la réduction des émissions et ça suppose que tous les ministères doivent intégrer de façon systématique ces enjeux, mais de façon cohérente. Et ça, on a de la misère. On a de la misère parce qu'ils se sentent peu, des fois, ou pas interpellés par ces enjeux. Juste retourner à nos 17 objectifs de développement durable adoptés en même temps que l'accord de Paris, bien, le message était assez clair de la part du GIEC. Si on ne réussit pas à travailler en matière de changement climatique, tous ces objectifs en matière de santé, de développement des villes, d'agriculture, tous ces objectifs vont être en recul dans tous les secteurs. Fait qu'importe les secteurs dans lesquels on travaille, cette prise en compte en matière d'adaptation à cette nouvelle réalité climatique et cette obligation de décarbonation et de préservation des écosystèmes naturels devrait être centrale dans la prise de décision. On a commencé en parlant de la gouvernance, c'était ça le titre du panel, mais je pense que votre introduction était assez claire que finalement, ça prend aussi la société, l'industrie, etc., qui embarque. Puis on a parlé des médias rapidement, fait que j'aimerais y revenir. Plein de gens, je pense, moi incluse, quand on a vu les feux de forêt dans le nord du Québec, on s'est dit « Ah, là, le monde va réaliser qu'il y a un vrai problème. Là, comme ils ne pourront plus le nier, ça s'en vient. Les inondations à Charlevoix. J'habite Gaspé, je suis parti samedi, on voyait le gazon. Fait que là, je suis comme, il n'y a plus personne ne peut avoir un doute. Là. Je ne peux pas croire que le monde ne va pas se rendre compte qu'il y a un problème et qu'on peut agir. Puis là, vous le dites, à l'Assemblée nationale, quasiment tout le monde avait un mot à dire sur moi, dans mon comté, il se passe ça. Puis pourtant, tu viens aussi de dire, ils ne se rendent pas compte. Fait que là, voulez-vous
détailler un petit peu ça, sur comment, finalement, c'est là, puis c'est pas là, mais c'est chez les autres, mais c'est chez moi, mais finalement, est-ce que mon skidoo a causé ça, mais non, c'est pas moi, tu sais, comme toute cette complexité autour de ça, qu'on sait que c'est partout, mais c'est nulle part à la fois, c'est chez les autres, c'est chez nous, mais les causes-conséquences sont pas directes et flagrantes, à part dans les papiers de science, là, mais dans la réalité du monde, ils le voient pas. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes pour pouvoir naviguer ce genre de discussion? Je vois Alain. Valériane, tu vas nous expliquer tout ça en long et en large. C'est toi l'experte dans ces enjeux de mobilisation, mais je vais vous faire un petit clin d'œil. Si vous n'avez pas vu la position de la Californie sur la sortie, bien sûr, de l'accord de Paris du gouvernement fédéral, je vous encourage à aller voir ce tout petit clip. Nous, on a fait un communiqué qui est tenu sur une page. Là, il faut que le Québec en fasse plus. C'est essentiel. Comme étant un front national, il faut absolument maintenir nos... OK. Mais je suis un peu jaloux de la position de la Californie. C'était une ligne. Si vous ne croyez pas la science, croyez ce que vos yeux voient. Et là, c'était les photos de l'ensemble des feux de forêt à Los Angeles. Et ça, c'est fascinant à quel point on dirait que les personnes qui vivent ces crises, ça a été vrai dans le nord de l'Alberta il y a déjà quelques années, comme c'est le cas de beaucoup de cas américains. On a de la difficulté à faire le lien entre ces grandes crises qui nous affectent de façon fondamentale. Soudainement, ça s'explique par un ensemble de prises de décision dans laquelle on est partie prenante. Tu poursuis là-dessus, j'imagine? Oui, hein? En fait, on parle ici d'êtres humains. Des êtres humains, c'est complexe, c'est pas nécessairement rationnel. Puis oui, le phénomène qui peut nous surprendre, c'est à quel point, par exemple, bien que les Québécois disent de plus en plus subir les effets des changements climatiques, Alexandra, tu as nommé quelques exemples qui nous sont tombés dessus dans les dernières années, il y a encore un phénomène de forte distance psychologique. Quand on mesure ça dans nos différentes études scientifiques, les gens n'ont pas l'impression que les changements climatiques demeurent une menace pour eux personnellement. Ils ont encore l'impression que c'est un phénomène lointain dans l'espace, que le monde est particulièrement menacé, que le Canada peut-être est menacé. Mais dès qu'on revient à l'échelle du Québec, l'échelle de sa localité, ou même nous personnellement, les gens ne se sentent pas particulièrement menacés. Est-ce que c'est un enjeu de compréhension, pas de la question des changements climatiques? Je pense qu'on peut dire, en tout cas au Québec, là, que la population elle est sensibilisée à la question climatique, mais l'enjeu de faire atterrir les effets, les conséquences des changements climatiques à l'échelle locale, le comprendre, ça, que ce qu'on voit, que ce qu'on subit, il y a un lien direct avec la question des changements climatiques, ce n'est pas encore fait, malheureusement. D'où peut-être le travail des scientifiques, de continuer ce travail de vulgarisation. J'aimais beaucoup la présentation hier de notre collègue d'Environnement et Changement climatique Canada, qui est maintenant en mesure d'attribuer des probabilités, de dire, cette vague de chaleur, là je vais dire le chiffre, peut-être que je l'ai modifié dans ma tête, mais il était 2 fois plus probable que cette vague de chaleur arrive au mois de juin en raison des changements climatiques. Donc, c'est des choses qui deviennent plus concrètes pour faire des liens directs. Et en matière de changement climatique, une communication climatique efficace repose sur... Encore une fois, j'ai des recettes. Hein? Soyez prêts, prenez des notes. Je suis la Ricardo du matin. Repose sur, encore une fois, 3 ingrédients. C'est la règle de 3, c'est facile. Une bonne communication climatique, d'abord, présente l'état de la menace telle qu'elle est. On ne se met pas la tête dans le sable, on ne vit pas dans un monde de licorne. La menace, elle est réelle. Cependant, le deuxième ingrédient important, c'est celui des solutions. Donc, oui, il y a un problème, mais il y a des solutions, et plus on est capable de les faire atterrir justement à l'échelle locale, puis en adaptation, c'est effectivement le cas, plus on les fait atterrir à l'échelle locale, plus c'est facile pour les gens de se l'approprier. OK, il y a un problème, il y a une solution, puis elle est directe, elle est dans mon environnement, je sais quoi faire, que ce soit de mieux aménager, par exemple, les villes, de favoriser le verdissement, de modifier la façon dont on chauffe nos bâtiments, par exemple. Donc, les solutions, elles existent et elles seront efficaces. Et le troisième ingrédient important, c'est celui du désir. Et là, ça fait écho à une remarque qu'Alain avait tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on fait adhérer finalement à la population? Bien, cette notion-là de désir, et là, encore une fois, ramenons le marketing ici, cette notion-là de vente, faire comprendre qu'il y a une menace, il y a des solutions, et ces solutions s'accompagnent de bénéfices. Puis ces bénéfices-là, moi, je dis toujours, vous savez quoi, on s'en fout pourquoi les gens le font, l'important, c'est qu'ils le fassent. S'ils le font parce que ça fait plus d'argent dans leur poche, tant mieux. S'ils le font, s'ils décident de délaisser, par exemple, la voiture pour prendre les transports en commun ou pour prendre le vélo parce que ça leur fait du bien dans leur tête, ils ont un shoot d'endorphine, c'est bon pour leur santé, tant mieux. On s'en fout pourquoi les gens le font, l'important, c'est qu'ils le fassent, mais il faut comprendre ce qui les motive, ce qui les appelle, le désir qu'on peut stimuler, et donc adapter notre communication en fonction de ça. Je reviens sur le volet recette, parce que
Non, j'allais dire que je suis nul, mais c'est pas vrai. Là. Ma blonde me dit que je cuisine pas très, très bien, mais il y a quand même 2-3 recettes qu'elle aime bien. Quand on cuisine, ça signifie qu'on fait ça quelque part et qu'on fait ça autour d'une table, de préférence avec des gens qu'on apprécie en général. Fait que juste se ramener un petit peu sur le volet spatial de ce volet recette. C'est un étrange lien, mais permettez-moi cet étrange raccourci. Je reviens sur le commentaire que tu as fait tantôt sur les populations. Vous prenez le dernier rapport du GIEC et vous regardez à l'échelle nord-américaine. C'est clair que la société québécoise se démarque de ce continent nord-américain par une acceptation de cette évidence, la planète se réchauffe. On a fait, je reviens sur le volet formation, la Semaine nationale, on leur disait, cette formation, à la demande des 4 partis politiques, elle était impossible à faire sous la même forme au niveau fédéral, où il n'y a pas cette cohérence à l'échelle de l'ensemble des partis politiques. Ils ont tous leur vision, leur approche, leur degré de vitesse par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est homogène à Québec là-dessus, mais dans tous les partis politiques, c'était « OK, cette question est importante, il faut travailler là-dessus ». Fait que dans ce message de gouvernance, il y a aussi, sur une base spatiale, c'est hyper frustrant ce qui se passe à l'échelle américaine, mais on n'y pouvait rien. On n'a pas voté. Heureusement qu'on n'avait pas voté non plus. Et dans ce type de scénario, ici, au Québec, la question en matière de gouvernance, elle est simple. La population, massivement, est consciente de ces enjeux climatiques. Il y a un espèce de large consensus politique sur l'importance de ces enjeux. Il faut absolument réussir à maintenir le cap en matière de lutte au changement climatique, en matière d'adaptation, en matière de réduction des émissions et en matière de gouvernance. Peut-être que notre rôle, c'est de montrer que c'est non seulement faisable, mais souhaitable en termes économiques et sociaux de faire cette transition. Et probablement que le Québec est l'un des meilleurs territoires au monde pour réussir à faire cette démonstration. Puis peut-être si je peux poursuivre sur les bons aspects, c'est qu'on, je pense aussi qu'on ne réalise pas comment on a progressé au cours des dernières années. Je me souviens, moi, il y a 20 ans, j'avais un duplex dans Villeray. J'avais voulu mettre une toiture blanche pour réduire les enjeux d'îlots de chaleur. Vous ne pouvez pas imaginer la complexité d'avoir quelqu'un qui poserait une toiture blanche. Maintenant, aujourd'hui, c'est rendu commun. Des ruelles vertes, le verdissement des villes, la promenade à Percé, notamment, là, qui découlait d'un projet avec Lucar et Ouranos, etc. On a quand même beaucoup progressé en adaptation, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Et on pourrait davantage utiliser ces exemples à succès-là pour justement convaincre les décideurs de les implanter à larges échelles, plutôt que d'utiliser exclusivement les risques et les impacts négatifs. Donc, ça revient exactement au message que je disais tout à l'heure. Oui, les risques, mais aussi aller sur le positif. Mini remarque. Assurément, la communication positive, je suis l'apôtre de cette philosophie. Cependant, je tiens quand même à nous mettre en garde. Alain l'a bien dit, là, au Québec, on a quand même une base solide de perception de l'urgence climatique. Par contre, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est pas propre au Québec, mais on voit quand même une remontée de tout ce qui est le déni climatique avec toutes ces nuances de climato-scepticisme, climato-négationnisme. Et il est important qu'on en soit conscient, puis il y a plusieurs pistes d'explication à ce phénomène-là, mais l'une d'entre elles, c'est notamment le sentiment d'impuissance qui peut augmenter. Parfois, chez certains, c'est tellement difficile à vivre, cette impression-là qu'on s'en va dans le mur, que ça peut toujours favoriser le passage du côté obscur de la force. Alors, et non seulement ce sentiment d'impuissance, donc pour tous les événements qu'on a évoqués, et aussi le danger important, celui de la désinformation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de désinformation qui se produit, un phénomène qui grandit, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, je ramènerai encore une fois ici le rôle si important des scientifiques dans l'espace public pour ramener les faits, peut-être adapter la façon dont on communique. Peut-être que les scientifiques, parfois, on a un vocabulaire qui n'est pas tout à fait adapté. Donc, travailler sur nos enjeux de vulgarisation. Et il y a des communicateurs scientifiques excellents avec qui on peut travailler. Donc, travailler avec les meilleurs moyens, mais pour ramener les faits scientifiques dans la conversation publique pour lutter contre ce phénomène, malheureusement, de montée du déni climatique. C'est fondamental. Et comme on voit qu'on a encore 5 minutes alors qu'on pensait que c'était fini, je vais rajouter ce qu'on a déjà dit tantôt pour y arriver dans ce volet, bien sûr, mobilisation, l'importance du message adéquat. Bien, il ne faut pas dans nos messages non plus
oublier cette dimension sociale en matière d'équité, là, qu'on ne ramène pas suffisamment, ça reste fondamental. Comment ces stratégies nous permettent de faire des gains collectifs, on l'a bien vu à l'échelle internationale dans beaucoup de cas, l'exemple classique étant les Gilets jaunes. Si on n'intègre pas adéquatement cette dimension d'équité, les mesures sont efficaces, fonctionnent et peuvent et doivent intégrer ces enjeux d'équité sociale adéquatement, on n'y arrivera pas. Donc, il nous faut de l'innovation technologique, il nous faut plus de sciences, mais il nous faut aussi de l'innovation sociale dans ces enjeux-là. Comment on réussit à mettre en place des mesures qui maximisent l'adhésion dans cette période de transition, parce que ça ne sera pas facile, c'est clair, mais le terreau est probablement fertile pour continuer à avancer. J'ai trouvé ça drôle que tu parles de la promenade de Percé, parce que c'est mon fun fact. Quand on s'en va au Pic Caribou, regarder la plage, puis voir qu'elle est bizarre, au sens que c'est une grosse pente, une grosse butte, puis ça n'avait pas de sens pour nous, touristes, le bord de la plage. Là. Puis mon fun fact autour d'une bière, c'est de dire que c'est de la roche qui a été amenée là, puis qu'elle est croche, mais elle est utile. Puis ça pogne bien en soirée, vous l'essayerez. Effectivement, il reste un tout petit peu de temps, fait que je voulais... moi, mon message clé, c'est le narratif a changé. Que les bénéfices sont à promouvoir, on en a marre de montrer tout ce qui va mal, il faut montrer qu'est-ce qui va bien. J'ai bien aimé les exemples d'adaptation, c'est concret, on le voit. Fait que vos messages clés à vous dans la minute qui vous reste à chacun avant de finir, s'il vous plaît. Un mot. La cohérence et l'accélération de nos mobilisations sur le changement climatique. L'importance du courage politique, parce que assurément une action climatique ambitieuse, ça peut booster les troupes et lutter certainement contre le cynisme et la montée du déni climatique. Moi, le mien, ce serait le leadership des organisations, d'aller au-delà de ce que peut-être les gens pensent lorsqu'on regarde le sondage. Le leadership à travailler en équipe, à briser les silos entre les différents départements et de dire haut et fort, à haut niveau, que les changements climatiques, ils ne s'en iront pas du jour au lendemain et donc il faut prendre action maintenant ensemble. Donc cohérence, courage, puis leadership. On les laisse là-dessus, on est satisfait avec ça? Ça ressemble beaucoup à ça. Et puis, merci de faire ce que vous faites, c'est fondamental. Merci à tout le monde. Salut, merci. Merci, merci beaucoup à notre 4 panélistes. C'était vraiment une intéressante et riche discussion. Donc, c'est un peu malheureux, on n'a pas eu le temps de prendre trop de questions, mais j'espère que cette discussion peut continuer pendant le pause café. Donc, merci encore Alexandra Gillet, Valériane Champagne-Saint-Arnaud et les deux Alain, bien sûr, Alain Bourque et Alain Webster. Merci. Donc, avant de passer à la pause café, j'ai quand même un grand plaisir d'introduire et inviter des marques que nous avons avec nous aujourd'hui. Donc, c'est le honorable Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement et Changement climatique du Canada. Bienvenue. Merci beaucoup, Christina. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes situés en territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka, ici à Montréal. L'île est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et peuples autochtones. Alors, bon 10e édition du symposium Ouranos. On peut dire que vous avez fait beaucoup de chemin dans cette dernière décennie. Je me souviens des premières années en tant que militant, lorsque Ouranos a été lancé en 2001, avec l'aide d'Environnement et Changement climatique Canada, d'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec. J'étais d'ailleurs dans la salle au moment du lancement. Aujourd'hui, Ouranos est devenu un important pôle d'innovation et de concertation dans les secteurs de l'adaptation au changement climatique. Et je pense que le nombre de personnes ici en est la preuve. Alain Bourque me disait qu'ils ont dû refuser 200 personnes. Alors, je pense que ça démontre tout l'intérêt qu'il y a pour cette question-là.
Et comme Alain Webster l'a dit, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour tout le dévouement que vous avez à l'égard de l'urgence climatique. Je souhaite saluer la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui sera parmi nous, également l'ancien premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Je ne vais pas passer à travers toute la liste des autres délégués et intervenants, mais considérez-vous salués. À l'aube de mon parcours de militant climatique, nous tentions de mettre en garde la population contre les bouleversements qui allaient venir avec les changements climatiques. Mais à l'époque, il y a une trentaine d'années de ça, les gens ne nous croyaient simplement pas ou on nous traitait d'alarmistes. Maintenant, je pense que les répercussions sont présentes et réelles pour un nombre grandissant de Canadiens et de Canadiennes, ainsi que de gens partout sur la planète. C'est de plus en plus difficile de les ignorer. Nous sommes la toute première génération à être réellement témoins de l'évolution du climat. C'est un moment crucial où nous devons nous assurer que nos communautés soient prêtes à y faire face. Car, comme vous le savez, les répercussions sont de plus en plus graves, année après année. Certains et certaines d'entre vous connaissez peut-être le livre publié l'an dernier par John Valiant, intitulé « L'âge du feu ». Dans son livre, M. Valiant offre une analyse détaillée de l'incendie qui a ravagé Fort McMurray en 2016. À l'époque, il s'agissait, et de loin, de la catastrophe la plus coûteuse de l'histoire du Canada. On sait maintenant qu'il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Mais M. Valiant, dans son livre, estime que nous sommes entrés dans ce qu'il appelle le Pétrocène, expliquant que la maîtrise du feu a été au cœur de notre évolution, mais que nous sommes aujourd'hui dépendants des combustibles fossiles, embourbés dans un cercle vicieux où les feux de forêt et autres catastrophes naturelles s'aggravent pratiquement d'année en année. La quasi-multiplication par 2 des concentrations de CO2 dans l'atmosphère et l'inflammabilité de tous les plastiques présents dans nos bâtiments nous ont rendus très vulnérables, notamment à la question des feux de forêt. Et on le constate pratiquement d'année en année, que ce soit les feux de forêt cette année à Los Angeles, ceux de Jasper l'été dernier, ceux qu'on a connus au Québec et ailleurs au Canada en 2023. Et de nouveaux records ne cessent d'être battus. Comme vous le savez probablement toutes et tous, l'année 2024 a été la pire saison de l'histoire du Canada en matière de dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Ça représente souvent des milliards de dollars, plus de 8 milliards l'an passé, selon le Bureau d'assurance du Canada. Et cette année, en 2025, l'Institut du climat du Canada estime que les coûts des changements climatiques pourraient grimper à 25 milliards de dollars. Ça représente près de la moitié de la croissance prévue de notre PIB. C'est quand même pas rien. On parle ici d'un pays du G7 et les impacts pourraient être de cet ordre-là. Alors, quand des politiciens décident d'ignorer cette réalité, c'est l'ensemble de la population canadienne qui laisse tomber. Mais on en a parlé tout à l'heure sur le panel, il y a un nouveau style populiste de droite qui engendre énormément de désinformation sur plusieurs questions, mais certainement sur la question des changements climatiques, qui est de plus en plus omniprésente, je dirais, sur Internet et les réseaux sociaux. Au lieu de se pencher sur les causes des incendies de forêt ou de trouver des solutions, on a vu les services d'incendie être critiqués, les pompiers, les familles ayant perdu leur maison être au centre des jeux politiques. On a vu ça aux États-Unis, puis on a vu ça au Canada également. Je l'ai constaté l'an dernier à Jasper. Quand même, Alain Webster parlait du fait qu'il y a un large consensus politique, et je suis évidemment très d'accord avec lui. Il y a un éléphant dans la pièce à la Chambre des communes. Il faut quand même le faire. Pierre Poilievre a organisé, il y a quelques années, un événement à Kelowna, alors que la ville venait de passer au feu, contre l'action climatique. Il faut le faire quand même. C'est des politiciens qui sont déconnectés de cette réalité-là et qui sont déconnectés des Canadiens et des Canadiennes qui, eux, sont de plus en plus préoccupés par la question des changements climatiques. Un récent sondage de Léger Marketing commandé par Équiterre montre que les communautés partout au Canada comprennent de mieux en mieux l'impact des phénomènes climatiques extrêmes et qu'elles souhaitent un engagement clair de leur gouvernement. C'est 64% des personnes sondées ont déclaré être préoccupées par l'impact des changements climatiques sur le prix de leur assurance habitation. Il y a des bonnes nouvelles quand même, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Alors, nous avons maintenant un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui fonctionne. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous sommes capables de réduire les niveaux de pollution alors que l'économie fonctionne à plein régime. Il faut quand même se rappeler que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2015, les projections étaient que le Canada allait dépasser de 30% les objectifs que le gouvernement précédent s'était engagé
à mettre de l'avant. Alors aujourd'hui, nos émissions sont à leur plus bas niveau en 27 ans. Alors maintenant qu'on a commencé au Canada à infléchir la courbe des émissions, il faut poursuivre sur cette lancée. Puis il faut aussi rendre ces objectifs concrets et compréhensibles pour la population. Une des solutions est de leur montrer l'incidence des changements climatiques sur les phénomènes météorologiques extrêmes qu'ils voient. Alors c'est pourquoi l'été dernier, Environnement et Changement climatique Canada a fourni des mises à jour mensuelles montrant à quel point les vagues de chaleur sont plus susceptibles de survenir en raison des changements climatiques. Nos experts ont analysé 37 vagues de chaleur et ont conclu qu'elles étaient toutes plus probables d'être survenues en raison des changements climatiques. Nous devons aussi continuer notre lutte contre la désinformation. Nous devons également nous unir pour aider les familles et les communautés à résister au changement graduel des régimes de précipitation et de température. Parce que, comme vous le savez, les dangers des changements climatiques ne se résument pas à des événements catastrophiques. Nous sommes également menacés par des changements qui s'exercent lentement au fil du temps. Il y a un nombre de choses importantes que nous devons faire et planifier au cours des prochaines années. Je n'en nomme que quelques-uns, évidemment, nos infrastructures essentielles, les routes, les ponts, nos installations de traitement des eaux, nos systèmes de télécommunication, d'alimentation en électricité et les systèmes auxiliaires, nos routes d'évacuation, systèmes de santé, et bien sûr en renforçant la résilience de nos habitations. Aujourd'hui, un peu plus tard, mon ami et collègue Arjit Sajjan, le ministre de la Protection civile, va annoncer des changements importants au programme critique des accords d'aide financière en cas de catastrophe du gouvernement fédéral. Depuis sa création au début des années 70, ce programme a consacré 9 milliards de dollars à la reconstruction après les désastres. Mais la majeure partie de ces sommes ont été dépensées au cours des 10 dernières années. Les changements que Arj va annoncer à partir du 1er avril, nous réformerons le programme pour qu'il se concentre sur des préventions de catastrophes futures. Il comprendra désormais un nouveau volet consacré à l'atténuation des effets des catastrophes qui financera au moins 50 % des coûts supportés par les provinces pour la mise en place de structures destinées à prévenir les catastrophes avant qu'elles ne se produisent. Le programme financera également des mesures de soutien supplémentaires telles que des conseils en matière de santé mentale et de finances pour que la population touchée puisse en bénéficier. En outre, le seuil des petites entreprises endommagées, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dollars, sera porté à 15 millions de dollars. Alors, nous aurons plus de détails sur ces changements annoncés un peu plus tard aujourd'hui. Il y a 2 ans, notre gouvernement a lancé la toute première stratégie nationale d'adaptation au Canada. C'est un moment marquant pour la société canadienne. Cet effort a nécessité beaucoup de coordination avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les experts, comme beaucoup d'entre vous dans la salle, pour déterminer des cibles claires qui réduiraient les risques face aux impacts des changements climatiques. Nous avons mis de l'avant des investissements ciblés dans la résilience climatique pour les communautés comme jamais auparavant. Je vous donne quelques exemples. Lancer une initiative massive de plantation d'arbres pour atténuer les vagues de chaleur dans l'est de Montréal. Aider Victoriaville à accroître sa résilience aux inondations et à protéger sa population contre les incendies en réduisant le nombre de résidents sans services essentiels. Nous avons aidé Sainte-Marthe-sur-le-Lac à réparer, renforcer et surélever et à imperméabiliser sa digue suite aux inondations du printemps 2019. Une des initiatives qui m'emballe le plus, c'est certainement le nouveau programme de leadership local pour l'adaptation climatique que nous avons lancé l'été dernier avec la Fédération canadienne des municipalités à travers le Fonds vert. Il s'agit de l'un des investissements les plus importants de l'histoire du Canada en matière d'adaptation climatique des collectivités. Ce programme contribuera à financer plus de 1400 projets dans des municipalités de partout au pays. Les projets pourront inclure la construction de nouveaux barrages et réservoirs de contrôle des inondations, améliorer les infrastructures comme construire des routes surélevées, ou la création d'espaces verts pour atténuer les îlots de chaleur et soutenir la biodiversité. La mairesse aime beaucoup ça, les parcs éponges, moi aussi. On est tous les deux, on aime beaucoup ça. Ce programme soutiendra également les municipalités à élaborer des plans d'adaptation au changement climatique, qui est également un objectif du gouvernement du Québec. Notre première vague de projets sera bientôt annoncée à l'échelle nationale et je sais que la Fédération canadienne des municipalités travaille avec le gouvernement du Québec pour que nous puissions soutenir les municipalités ici également. Car le Québec est depuis longtemps un chef de file, à commencer par sa propre stratégie d'adaptation au changement climatique. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que nos gouvernements travaillent ensemble sur un accord d'adaptation fédéral-provincial afin de s'assurer que les programmes fédéraux répondront aux priorités d'adaptation des Québécois et des Québécoises.
Le Québec et le Canada ont une longue tradition de collaboration qui a commencé avec la création d'Uranos il y a près d'un quart de siècle. Mais même s'il y a encore des obstacles sur nos routes, nous devons continuer de travailler à trouver des moyens de collaborer. C'est d'ailleurs dans cet esprit de collaboration que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui un investissement conjoint de 64 millions de dollars avec le gouvernement du Québec pour améliorer la capacité de la province à se préparer et répondre aux feux de forêt. Le Canada et le Québec fourniront chacun 32 millions de dollars sur 3 ans dans le cadre du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement. Ces investissements pourront servir à acquérir du matériel de lutte contre les incendies de forêt, comme des véhicules et des aéronefs, recruter des pompiers et la formation et du perfectionnement. Alors, cet accord montre, je pense, comment nous redoublons d'efforts pour protéger nos collectivités, protéger nos forêts et ainsi éviter des impacts économiques et humains désastreux. Depuis 2015, notre gouvernement a pris des mesures sans précédent pour aider à construire des communautés plus fortes et plus résilientes et à protéger la population. On voit l'importance d'avoir à la table des gouvernements qui acceptent la réalité des changements climatiques et qui agissent pour protéger les collectivités au lieu de se fermer les yeux. Vous avez peut-être vu que le chef de l'opposition officielle à Ottawa me traite depuis longtemps de ministre radical de l'environnement. Alors, je me demande bien qui de nous deux est radical? Celui qui travaille avec des experts des municipalités, des provinces, des peuples autochtones pour lutter contre les changements climatiques et mettre en place des programmes d'adaptation, ou celui qui, quand il ne nie pas carrément la réalité des changements climatiques, fait tout pour empêcher cette action climatique. Avec la stratégie nationale d'adaptation, les bases d'une politique ciblée partout au pays sont déjà mises en place. Grâce aux investissements, à la planification et à la collaboration, nous pouvons soutenir les collectivités confrontées aux catastrophes climatiques et faire en sorte que les générations futures de Canadiens et Canadiennes puissent vivre dans un pays plus sûr et plus prospère. Merci beaucoup.